Bonjour à tous. Donc nous allons parler aujourd'hui, enfin débattre, et puis il y aura certainement des questions dans la salle, n'hésitez pas à les poser, sur les fratries. Bon, sujet absolument considérable, hein, c'est depuis le début de l'histoire de l'humanité, mais peut-être on a la chance d'avoir un généticien parmi nous, un grand généticien, Axel Kahn, et je ne veux pas lui faire la question habituelle, déterminisme, machin, truc, etc. Mais juste qu'il nous explique, succinctement comme il sait le faire, pourquoi est-ce que deux frères sont aussi différents? Il y a parmi vous des tas de parents qui élèvent deux frères de la même façon, qui leur donnent la même éducation, et à l'arrivée, on a, je ne sais pas quoi, un Jean Foutre et puis un surdoué, par exemple. Vous voyez? Pourquoi ça se passe comme ça, Axel Kahn? Il est normal que cela se passe comme cela. C'est le résultat de ce que l'on appelle la grande loterie de l'hérédité. La grande loterie de l'hérédité fait qu'un homme et une femme qui s'accouplent et qui engendrent échantillonnent leur caractère et compte tenu du mécanisme de cet échantillonnage et du nombre de caractères, il y a des millions de milliards de combinaisons possibles. Par conséquent, il y a potentiellement, on ne peut pas le vérifier, c'est difficile, mais il y a potentiellement des millions de milliards de filles et de fils qui peuvent être engendrés par la même femme et le même homme. Et en réalité, un des éléments qui est réunificateur, c'est aussi le fait que, quoi qu'il y ait cette diversité, lorsque les enfants sont élevés, ce qui n'est pas le cas de Jean-François et de moi, peut-être cela entraîne Oui, il faut notre dire, différence. nous attendons Jean-François Kahn. Voilà. Nous espérons qu'il viendra Voilà. peut-être, sinon je le représenterai devant Axel. Alors, je je termine le connais simplement bien, donc à ce rapidement. moment-là, je ferai le Jean-François Voilà. Kahn. Je termine rapidement. Ces frères et ces sœurs qui sont diverses ont toute une capacité identique, ou du moins une capacité partagée, et cette capacité partagée qui, elle, est innée, est la capacité à acquérir. Et par conséquent, ces deux êtres différents, sœurs et frères, sœurs et sœurs, qui ne se ressemblent pas, qui ont des caractères différents, ont la capacité d'être marqués, d'être une éponge imbibée par la culture familiale, et donc ça, c'est le facteur de réunification. Voilà, Monsieur Fogg. J'ai rien compris. Juste pour être méchant. Mais enfin, en tout cas, il y a quelque chose de très frappant. Ça, je répète là-dessus, c'est forcément aussi l'éducation. C'est qu'à l'arrivée, on a des êtres parfois, mais totalement différents, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan psychologique. Pourquoi est-ce que un frère est sûr de lui, l'autre pas? Pourquoi? Enfin, et là, on rentre plus dans la psychologie que dans l'intelligence. Oui. Lui, il a tout de suite parlé de l'intelligence, mais... Mais non, je n'ai pas parlé d'intelligence, c'est pas vrai. Est-ce que vous m'avez entendu parler de l'intelligence? Non, non. il sous-entendait l'intelligence. Moi, contrairement au généticien, je ne sais pas ce que c'est l'intelligence. Voilà, je suis très modeste. Mais vous savez, Monsieur Franz-Olivier Gisbert, soyons plus cérémonieux quand même. Vous savez, on a fait une expérience extrêmement intéressante de deux êtres qui sont génétiquement identiques, des vrais jumeaux ou des vraies jumelles. Et on se rend compte, et cela vaut en partie également pour les frères et les sœurs, on se rend compte que quand on élève ensemble des vrais jumeaux, des vraies jumelles, assez souvent, ils vont arriver volontairement à se différencier l'un l'autre, alors qu'ils ne le sont pas d'un point de vue physique et génétique, pour construire leur univers d'individualité. Et parfois, c'est exactement l'inverse. Des fois, c'est l'inverse, mais souvent, on voit cela. Souvent, voilà. c'est l'inverse. Mais souvent, on voit cela, et ça vaut également dans les fratries. C'est-à-dire, dans les fratries, il y a effectivement une sensibilité différente, un goût un peu différent, et pour exister, indépendamment de la sœur ou du frère, il y a également une volonté d'essayer de faire prospérer les différences. Donc c'est cela qui peut s'opposer effectivement au facteur de réunification de la culture familiale. Bon, alors les Gisbert sont quand même beaucoup plus sérieux que les Kahn, parce que là, on est tous les deux. Ça rend ce débat un peu compliqué, puisque nous attendons Jean-François, que je vais appeler pendant que Jean-Christophe interviendra, puisque toi, tu souhaites... tutoie, bien entendu. Oui.
Enfin, Tu en souhaites, public, on se tutoie, dans le tu privé, souhaites- on se vous voit. Tu souhaites intervenir, mais bien que tu ne sois pas généticien, mais en fait, tu souhaites intervenir Oui, je après ce souhaite que vient de dire intervenir. le professeur Axel Kahn. Non, simplement, alors, juste pour me présenter, je suis, bien que plus grand par la taille, le petit frère de France. Je suis né... Pas beaucoup plus grand, hein, mais bon. Si, tu fais moins d'1m80, je fais 1m85. Non, Et en non. plus, avec l'âge, tu te tasses. Donc, s'il te plaît. Donc, non, je suis donc le jeune frère de France. On a 7 ans d'écart. J'ai choisi le même métier que lui, que j'ai exercé pendant longtemps. Maintenant, je suis chef d'entreprise dans la communication. Et j'écris des romans sous un autre nom que celui de Gisbert, mon nom. Et je vous invite à découvrir mes romans. Après tout, on peut se faire un peu de pub. Ah, il perd pas le nord, hein, celui-là. Sous le nom de Norman Ginsberg. J'ai publié 2 romans récemment. Non, je voudrais poser une question à Axel Kahn parce que j'entends bien ce qu'il dit sur la réunification. Il se trouve, et Franz y a consacré un livre, qu'on a eu une jeunesse un peu compliquée, un climat familial difficile, qu'il a vécu d'une certaine manière. Et moi, je l'ai vécu de manière très différente et beaucoup moins douloureuse que lui-même Enfin, l'a vécu. très longtemps après, puisque tu nais quand même 7 ans d'écart, donc c'est pas du tout la même histoire dans une famille. Oui, aussi, tu vois. mais enfin, on a vécu dans le C'est même ça, environnement, les mêmes pesanteurs, les mêmes douleurs, on ne les a pas du tout ressenties de la même manière. Comment vous l'expliquez ça? Parce qu'on n'a pas été élevés ensemble. Parce Mais qu'il si, y a on a 7 été ans élevés d'écart. ensemble. Mais 7 ans d'écart, c'est énorme. Je sais qu'il a passé madame est son temps à d'accord. faire croire que mon père, Bah non, mais son 7 père ans. n'était pas le mien, mais a priori, Non, mais ça se voit, tout le non? Vous monde ne trouvez sait pas que- qu'on se ressemble un peu? Mais 7 ans, Merci. c'est énorme, parce que en 7 ans, les gens changent, les parents changent, c'est pas du tout la même histoire. Tu vois ce que je veux dire? Ça explique beaucoup les choses. Axel. Oui, l'élément du décalage est tout à fait véridique. Je me rappelle à un moment donné, lorsque l'on évoquait la perspective d'un clonage reproductif, c'est-à-dire la technique qui eût engendré des vrais jumeaux, mais décalés par leur âge. L'un de 20 ans et l'autre nouveau-né, par exemple. Bien évidemment, malgré cette similitude, ils auraient vécu dans des univers historiquement différents. Et en cela, l'empreinte qui les eût impressionnés aurait été différente. C'est un élément qui est vraiment tout à fait considérable. L'autre élément, en fait, c'est un peu ce à quoi je faisais allusion. C'est-à-dire que dans la fratrie, il y a d'abord un frère ou une sœur, c'est assez extraordinaire cela, c'est que son homme, sa femme, son mari, son compagnon, sa compagne, on les choisit. En revanche, son frère ou sa sœur, on ne les choisit pas. Et pourtant, on vous impose pratiquement, parce que socialement c'est comme ça, on vous impose de l'aimer. Voilà, et il faut aimer son frère, il faut aimer sa sœur, alors que vraiment on n'a absolument pas choisi et qu'on peut avoir aucunement un atome crochu avec lui ou avec elle. Et à travers ce jeu très particulier, qui est la caractéristique des fratries, cette imposition sociale de la vie commune, voire même de l'affection fraternelle entre les uns et les autres, il y a une très grande diversité d'univers psychologiques qui peuvent se mettre en place, certainement. Comment Alors, je suis très angoissé parce que je crois qu'on n'aura pas Jean-François, parce que Jean-François, ça fait le 4e coup de fil et il répond pas. Voilà. Oui, mais moi, je suis pas plus qu'angoissé parce que je suis un peu inquiet. Je l'ai eu il y a peu de temps. Mon frère... Bon, excuse-moi, il est très particulier quand même. Oui, c'est vrai, mais pas quand il s'agit d'une émission de radio ou d'une rencontre. Ça, il est toujours là. Moi, je vais vous dire simplement une anecdote. L'an dernier, j'en parlerai tout à l'heure, l'an dernier, au cours de la traversée de la France du nord-est au sud-ouest, je lui dis, écoute, je vais passer dans ton moulin, près d'Avalon. Voilà, est-ce que tu peux me recevoir? Alors il me dit, oh, oui, très bien, je vais te recevoir. Et effectivement, j'arrive à pied, j'avais fait 30 km, il y a Jean-François qui est là, vachement bien, j'ai dit, c'est bien, on va passer. Alors, on fait quoi, 500 mètres ensemble. Il me dit, bon, maintenant il faut que je te quitte parce que demain on m'entend à la télévision. Et il m'a planté là. Alors la seule chose qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il avait également oublié de mettre des provisions dans le frigidaire. Donc d'habitude, il n'est jamais en retard pour une émission de radio ou une conférence. Jean-Christophe. Non, je te laisse... Tu voulais intervenir? Oui, non, c'est bon. Bon. Non. Alors, bah le voilà. Ça y est, je crois que... On l'applaudit, on s'il peut vous plaît. l'applaudir. En fait, ce qu'Axel ne vous a pas précisé, c'est que Jean-François Kahn
adore se faire applaudir. En arrivant en retard, il était sûr d'y parvenir. Donc je vous demande de l'applaudir encore plus généreusement. Alors, Jean-François me demande de vous dire qu'il n'est jamais en retard, ce qui est vrai, mais j'observe qu'il se trompe souvent, qu'il se perd souvent. Tu t'es perdu là? Ah non. Non, mais il paraît qu'il a profité de mon absence pour raconter des horreurs sur mon compte. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas d'où il vient, mais vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas d'où il vient, Jean-François, mais à mon avis, c'est pas net. Mais bon. Alors, bon, on connaît Nancy, hein, c'est une ville très joyeuse. Alors, on va maintenant, on a eu un exposé du professeur Kahn sur qu'est-ce que c'est qu'être frère ou sœur, c'était le point de vue du généticien. Maintenant, on va raconter des histoires et puis après, on parlera d'ailleurs de tout autre sujet si vous voulez les évoquer au cours de la petite séance de questions. Alors, moi, j'ai commencé tout simplement on va parler de nos deux familles l'une après l'autre. La famille Kahn, c'est intéressant parce que ils n'ont pas été élevés par la même personne. C'est-à-dire, Axel avait choisi sa mère avec son frère, enfin, avait choisi... Ouais. Et, avec son, en nourrice jusqu'à 5 ans. Enfin, Olivier et Axel étaient chez la mère et Jean-François, je ne sais pas si c'était le chouchou du père, en tout cas, il était chez le père puisque, bon, les parents se sont séparés après la naissance des 3 enfants. À l'arrivée, ça fait quand même, comment dire, des univers très différents qui se rencontrent, non? Vous avez été assez éloignés l'un de l'autre pendant longtemps. Alors, c'est toi qui commences, Axel? Bon, bah, après... très rapidement, parce que j'ai déjà causé. Mais non, pas du tout, on ne calcule pas les temps de parole. Voilà. Je suis né en 1944, à la fin de la guerre. Ma mère était malade à ce moment-là. Et elle était, pour se soigner, et également du fait des troubles du moment, elle était dans un petit village de Touraine. Elle est rentrée après avoir accouché d'Axel, elle est rentrée à Paris avec Olivier et Jean-François, mes 2 aînés par conséquent, et elle m'a laissé à la garde d'une paysanne très pauvre, dans ce petit village de Touraine, le Petit Pressigny, où j'ai vécu les 5 premières années de ma vie. Alors autant vous dire que quand je suis revenu à Paris, quand ma mère est venue me chercher, d'abord c'était une étrangère, j'ai trouvé là 2 garçons que je connaissais un peu, mais pas si bien que ça. Pour eux, le petit niard qui arrivait, qui était niais comme tout, le pecno, il n'existait pas. Vraiment. Voilà. Donc cette période-là, c'était une période où il y a une vraie intimité entre Olivier et Jean-François, et moi, j'étais pas là de toute façon, et après quand j'étais là, tout se passait comme si je n'étais pas véritablement là, ou une pièce supplémentaire rapportée et inutile. Et puis après, ce qu'a dit Franz-Olivier Gisbert est vrai, c'est-à-dire que 5 ans après, en réalité, quand j'ai eu 10 ans, Jean-François en avait 16, mes parents se sont séparés, et Olivier et moi, nous avons vécu ensemble, et Jean-François est allé avec notre père. Donc de fait, avec Jean-François, enfin, je vais dire nous, non. Moi, je l'ai admiré incroyablement pour ses talents, pour sa magnificence, pour son intelligence, et tout, mais cela a été acquis, ça a été volontaire, on n'a pas vraiment été élevés ensemble. Il n'y a pas eu beaucoup de communauté, si ce n'est un élément évidemment fédérateur, la mère, le père, mais le père pour lequel nous avons eu un mélange d'admiration immense, qui est un homme, un philosophe assez puissant. Et ça, c'est un directeur d'un cours pour jeunes riches du côté de la Bourdonnais, hein, c'est ça. Alors, bon, donc Jean-François et Axel... Une précision, c'est quand il est revenu de la campagne, que j'avais été mis, c'était pendant la guerre, hein. On avait un nom juif, mon père était dans la résistance, dans le maquis, très vite, et donc il fallait nous cacher. Donc on a trouvé une famille de paysans en Indre pour nous cacher, très bien. Donc après, nous on est revenu vers 45, lui il est revenu. Et alors, en effet, il considérait que c'était ses vrais parents. Et donc il était très malheureux, il disait que je suis chez des gens que je ne connais pas, etc. Et il pleurait. Or, il n'a pas dit ça, oui. Il pleurait beaucoup. Ben, c'était normal. Et on était dans un immeuble qui était le plus haut de Paris. C'était un des rares immeubles de Paris à l'époque qui avait 11 étages, avec un ascenseur. Et alors, on a pris l'ascenseur pour l'emmener. Et ça allait lui plaire, l'ascenseur. Alors on a eu une idée, on est redescendu, on a repris l'ascenseur, on est descendu, on a repris l'ascenseur. Et 6 fois de suite, on a pris l'ascenseur, et à la fin, il pleurait plus du tout. Il était complètement séduit, il s'est dit, je suis dans une ville, on peut prendre l'ascenseur. Alors,
il a bien expliqué que vous n'avez pas été élevés ensemble, enfin c'était vraiment deux vies différentes. En même temps, bon, ça c'est le généticien qui m'a dit dire ça, il y a énormément de points communs. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est le rire d'Axel Kahn et celui de Jean-François, et le même que celui de Jean-François, et inversement, c'est juste incroyable. On est toujours, donc ça se reconnaît quand même, hein, la fratrie là. Alors, en gros, un tout petit détour à nouveau par la génétique. Deux frères partagent de ces éléments génétiques qui déterminent les propriétés, et pourquoi pas les propriétés des sons que nous émettons avec nos cordes vocales. Il y en a 25% en commun. Forcément, deux frères, deux sœurs, un frère et une sœur partagent 25% d'éléments en commun. Et par conséquent, ça crée forcément éventuellement des ressemblances. Il y a des traits physiques. Cela étant dit, le rire, il peut à la fois procéder de cette qualité d'émission vocale et puis d'un solide élément culturel. Encore que, et nous le rappelions avec Jean-François hier, pendant que nous nous esclavions, c'est que ça, c'est pas véritablement un acquis paternel, parce que mon père avait des talents immenses, mais c'était pas franchement un rigolo. Voilà, c'est pas lui qui nous a appris à rigoler comme ça. Voilà. Alors, mon frère et moi, je vais le laisser parler pour commencer, mais mon frère et moi non plus, nous n'avons pas vraiment été élevés ensemble. Pourquoi? Parce que même mes 10 premières années, c'est dans une maison pratiquement au paradis, qui est à Saint-Aubin-les-Elbeuf, c'est au bord de la Seine, du côté d'Elbeuf, enfin entre Rouen et Elbeuf. C'est un petit paradis, très sauvage, des ronces, des chèvres, beaucoup d'animaux en liberté. Et puis, en 1960, mes parents s'installent dans une ferme, ils sont bobo bio avant l'heure. Et c'est vrai que j'ai pas toujours le sentiment d'avoir vécu la même vie, dans la mesure où mon père, qui était extrêmement violent dans nos jeunes années, s'est quand même assagi, disons, sans doute, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans la ferme, il pouvait s'épuiser physiquement en coupant de bois, en faisant toute une série de choses. Et disons, il y avait toujours beaucoup de violence, notamment contre moi, ou ma mère, mais c'était quand même, ça s'est beaucoup arrangé. Et donc, on a là aussi l'exemple d'une, comment dire, d'une vie, enfin, pas du tout la même vie, et en même temps énormément de points communs. Énormément de points communs, physiques ou aussi également culturels. Jean-Christophe. Oui, enfin, tu dis qu'on a vécu de jeunesse différentes. Ceci étant, on avait quand même quelques points communs, notamment autour d'un père qui, outre son côté violent, était quelqu'un de très sombre, très sectaire, qui voyait le mal partout, qui était anti-gaulliste, anti-catholique, contre le tabac, contre le plastique, un peu raciste aussi, il faut dire, sur les bords, même si l'un de ses meilleurs copains était ivoirien. Enfin, c'était un personnage très sombre, et en plus, toi tu l'as peut-être pas vécu, moi j'ai vécu. On était en pleine campagne et on était littéralement enfermés. Mon père avait fait beaucoup de sport, il a fait de la boxe, il faisait de la natation à haut niveau quand il était aux États-Unis. Et quand je disais que j'aurais bien aimé faire du sport, il me disait mais t'as qu'à aller couper du bois. Donc on était enfermés, littéralement enfermés. Bon, il y avait 1 hectare, donc on avait quand même de quoi se mouvoir. Et les seules activités que nous avions, c'était tailler la haie, s'occuper des bêtes, se lever tôt le matin pour aller nourrir les 2 génisses qui étaient dans un pré. Et c'était tout. Moi, je me rappelle, j'ai un souvenir. J'ai 58 ans, donc en faisant un peu de calcul, en 68, je devais avoir 12 ans. Je me rappelle, mai 68, je l'ai vécu avec un transistor et j'avais reçu comme mission de tailler la haie. C'était des haies très hautes avec des arbres, de tailler la haie, et j'écoutais les relations de mai 68 sur mon transistor, et mes seules activités c'était ça. Donc un sentiment d'enfermement, et qui peut expliquer aussi la raison pour laquelle, comme pour Franz, pour d'autres raisons, moi j'étais absolument un dévoreur de livres, et que j'ai très vite, moi je dis je dois tout à la lecture. Je sais que Franz dit souvent la même chose, mais je pense que si j'avais pas été comme ça imprégné de lecture, j'aurais probablement pas fait le métier que j'ai fait, parce que par ailleurs j'ai pas fait d'études, et j'ai beaucoup souffert de cet enfermement-là, de cette forme d'enfermement, d'une jeunesse assez sombre qui me renvoie pas de bons souvenirs, et pour toi non plus, Franz. Mais néanmoins, je pense que c'est quelque chose qui m'a construit, et avec le recul, notre père est mort en 79.
Mais finalement, je lui en veux pas et quelque part, je le remercie presque de nous avoir offert une jeunesse aussi pourrie. Moi, j'ai pas la même approche, mais ça, bon, on va pas débattre là-dessus, parce que moi, j'ai plutôt le sentiment, d'ailleurs, j'ai souvent écrit, malgré ce père, j'avais une enfance heureuse, parce qu'il y avait ma mère, qui était un personnage solaire, et qui mettait du soleil et du bonheur et de la joie partout, qui était prof de philo, qui avait 50 000 activités, qui dormait pas, qui était dans toutes les assos possibles, imaginables, qui collait des affiches pour machin, qui était toujours, Pour qui machin, était c'est toujours en retard. le Canoë d'abord et Mitterrand après. Bah, le Canoë était son copain et Mitterrand, c'était différent. Elle a beaucoup, moi j'ai collé avec elle, beaucoup de FGDS, etc. On était les seuls dans la région, tu vois. C'était, voilà, quand j'avais 15-16 ans, on partait le soir sur le coup de 11 heures et on collait des affiches partout. Mais, donc moi, j'ai pas la même vision, dans la mesure où moi, j'étais en admiration dans les... Mais je voudrais revenir sur ces messieurs-là. Oui, vas-y. Parce que je voulais revenir sur votre père, justement. Non, à propos du père, parce que on a, le père, je sais pas, il a dû le dire. D'un côté, c'était un. Je ne crois pas au saint, mais si ça existe des saints, ça serait un saint. Vous voyez, vraiment. C'est-à-dire son rapport à la morale, son rapport Très à intellectuel, hein, l'autre, très intellectuel. à l'argent. C'est vraiment un saint. Et en même temps, d'une intelligence, d'une profondeur, d'une culture, d'une générosité, bref. Mais Ouais, en même ouais, temps, je dirais ça de ma mère, moi. C'était un mais peu, en même je la voyais temps, comme une sainte, ouais. mais en même temps, c'était les années. L'intellectuel, dans toute son ampleur, y compris l'aspect excessif de l'intellectualisme. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, quand j'avais 14 ans, il m'emmenait au cinéma, mais voir des films muets, parce qu'il considère que les films parlants, c'est le début de la dégénérescence. Vous savez, se taper à 14 ans des films muets, parce que moi j'avais envie de les voir en Technicolor, machin, de Walt Disney et tout, films muets. Un jour, il m'a... Attends, et vous n'aviez pas la télé, je suis sûr, comme nous. Hein? Nous non plus, nous on n'avait pas la télé, vous l'aviez pas. On n'a non pas la télé, Ouais, évidemment. bien sûr. Ça, C'est pas bien la télé. il y a pas de télé. Et il m'a dit qu'il fallait lire, j'avais 15 ans, 16 ans, Saint-Augustin, il m'a donné Saint-Augustin, mais en latin. C'est bon, c'était pas. Il m'a fait lire, ça vous dirait peut-être rien, mais quand j'avais 15 ans, il a voulu que je lise les Upanishads, c'est-à-dire un livre de théorie hindouiste ésotérique. Je peux vous dire que si je suis pas devenu fou, bon. En musique, pour lui, la musique s'arrêtait au XVIe siècle et recommençait à Schoenberg. Entre les deux, il n'y avait que de l'opérette. Verdi, c'était quasiment de l'opérette. J'exagère un peu, mais il y avait un côté comme ça. Et en même temps, j'ai pris conscience à quel point ce type incroyable qui a écrit des choses inouïes de force, inouïes de qualité, mais difficilement lisibles, tellement c'était concentré, tellement justement il y insufflait de pensée, etc. Comment ça finit, il se finit par se couper du public, comment ça finissait par être asséchant cet intellectualisme, et comment ce qu'il était, la profondeur de ce qu'il était, ne pouvait pas prendre sa dimension à cause de cela. Eh bien c'est à cause de ça, tout en l'admirant, et pour moi c'était un phare, et en même temps, j'ai fait une espèce de rejet qui est, c'est pour ça que j'ai aimé la chansonnette, c'est pour ça que j'ai aimé l'opérette, c'est pour ça que j'ai lu un nombre de romans policiers formidables, c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de ma vie... C'est pour ça que tu aimes la vulgarité. Il y a toute une partie de ma vie, voilà, ma vulgarité est bien connue, il y a toute une partie de ma vie qui est une réaction, si vous voulez, au côté intellectualisme asséchant de ce génie. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, dans ce débat, c'est que sans s'en rendre compte, on parle des fratries, on parle des rapports entre frères, sœurs, enfin, en principe, ça devrait être ça, mais tout de suite, on vient sur les parents. C'est quand même le sujet autour duquel on tourne tous. Je parlais tout à l'heure de ma mère. J'aimerais bien que Axel et Jean-François parlent aussi de leur mère, parce que bon, on est les enfants du père, d'accord, mais on est aussi les enfants de la mère. En fait, il s'est passé un phénomène qui est singulier, qui doit être parallèle chez Jean-François et chez moi, mais je ne peux le certifier qu'en ce qui me concerne. Mon père était donc, dans les circonstances de la guerre, était donc le directeur d'une école de garçons et qui essayait de réhabiliter aux études supérieures, déjà leur faire avoir le bac, des élèves qui avaient de l'argent, car l'école était loin d'être gratuite, et qui étaient en difficulté. Et il y a de très nombreuses personnes qui l'ont eu comme professeur, qui n'étaient pas forcément en difficulté, mais qui sont devenus des gens absolument remarquables. Jean-Marie Roire me rappelait qu'il avait été un élève de papa tout à l'heure. Ils sont extrêmement nombreux, qui lui vouent une reconnaissance
absolument inouïe. Mon père avait une éducation et il l'a utilisée avec ses enfants typiquement socratique, c'est-à-dire que sa méthode pédagogique, c'était la maïeutique. Il y a une richesse chez chacun, et ce que l'on demande au professeur est d'être l'accoucheur de la richesse qui réside en chacun. Et ça, évidemment, c'est inouï, c'est extraordinaire, c'est une chance. Nous sommes les trois frères Kahn, l'un a disparu, Jean-François et moi, ceux qui sont encore vivants, nous sommes incroyablement privilégiés de ce fait. Cela étant dit, vous imaginez le père, les trois garçons, une école de garçons. Pour nous, le monde de l'esprit était masculin. Voilà. Et je dois dire que pendant très longtemps, lorsque l'on commençait à aborder des sujets d'un certain degré de sérieux, d'un certain degré de profondeur, c'était forcément au masculin que cela se conjuguait, obligatoirement. Et ça, nous l'avons regretté, parce que notre mère, en réalité, est d'une richesse absolument inouïe. Une femme révoltée, autodidacte, drôle, ayant une mémoire absolument incroyable. Et puis, nous avons bien évidemment aussi connu d'autres richesses féminines que la richesse de notre mère quand nous l'avons découverte. Mais je dois dire que cela a créé chez chacun d'entre nous un moment où nous nous sommes dit que, sans doute, on avait manqué durant une partie de notre vie la magnificence de la manière féminine d'être humain. Voilà. C'est très intéressant là, parce que tu vois là, on voit que bon, vous êtes tous les deux, en fait, le fils de votre père. Bon, vous avez découvert votre mère plus tard. Et nous, il y a toujours un problème entre nous, parce que lui, c'est le fils de son père, et moi, je suis le fils de ma mère. C'est-à-dire, on est tout à fait différents, et moi, je suis complètement, d'ailleurs, toujours... Je me souviens quand ma mère allait mourir, enfin, c'est une épreuve qu'on a tous à affronter un jour, mais j'étais complètement paniqué, j'avais l'impression que je ne pourrais pas survivre à sa mort. On était fusionnels, quoi, il faut dire les choses. Et Jean-Christophe, lui, était beaucoup plus proche de mon père, dont j'étais effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, très éloigné. Donc, dans les rapports père-fils ou père-mère, fils-mère, on voit très bien que on choisit, on peut parfois être élevé par les deux, mais quand même le plus souvent, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre. Hein, c'est bien ça. Oui, ceci étant, bon, c'est vrai que j'avais des relations privilégiées avec mon père, en dépit des caractéristiques que Franz et moi avons soulignées tout à l'heure. Mais néanmoins, c'est avec enfin, la personne qui m'aura le plus marqué et qui me marque aujourd'hui encore et qui, quelque part, m'a façonné, c'est maman. Alors, effectivement, je ne pense pas que j'avais le même degré de complicité parce qu'elle avait une adoration absolue, une admiration totale pour Franz. Et une espèce de... C'était autre chose, c'était fusionnel en même oui, temps. Et une bizarre, c'était pas normal. Hein. Oui, mais enfin, il y avait une complicité intellectuelle. C'était pas normal. Hein. Incroyable. Et dans le même temps, on sentait bien, on était les 4 autres frères et sœurs, qu'entre Franz et maman, pour reprendre le mot de Sarkozy, c'était du sérieux, quoi. Hein. Enfin, voilà. Bah, j'avais bien compris que j'aurais dû l'épouser. J'étais fait pour non, mais que vraiment, c'était très fort. Ça a failli se faire à un moment donné, d'ailleurs, parce qu'elle a failli divorcer. J'étais assez content. Je me disais, je pourrais l'épouser après. C'était très, très fort. Et néanmoins, notre mère parvenait à faire croire à chacun de ses enfants. Bon, moi, il se trouve que quand j'étais jeune, j'avais des difficultés psychologiques sur lesquelles je n'ai pas forcément envie de m'étendre. Mais chaque enfant était en quelque part le chouchou, et elle arrivait à faire croire, vous parliez de maïeutique tout à l'heure, Axel, elle arrivait à faire croire que, elle arrivait finalement à mettre en avant les propres richesses, les propres particularités de chaque enfant. Néanmoins, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, il ne se passe pas un jour sans que je pense à elle. Et quand j'entends Axel et Jean-François parler de leur père comme un saint, je le dis, ça peut choquer ceux d'entre vous qui sont catholiques, ma mère était une sainte. Alors, Axel. Oui, rapidement une anecdote à la frontière, à l'interface entre la psychologie et la biologie. Lorsque, en biologie, on fait des hybrides tels que le fœtus et puis le nouveau-né ultérieurement procèdent avant tout de la partie masculine ou de la partie féminine du génome. On peut, par des manipulations, faire des trucs comme ça chez des mammifères non humains, bien évidemment, chez les petites souris. Quand on a une souris avant tout au génome féminin, on s'aperçoit que la partie féminine intervient dans la constitution
avant tout des fonctions supérieures, des fonctions corticales. Ce qui fait par conséquent la finesse, on ne peut pas parler de l'intelligence murine, mais enfin, les capacités à se tirer des mauvais pas dans la vie. Je croyais que c'était le contraire, moi, sinon. Alors que la partie masculine, elle intervient dans les muscles, dans la faim, dans la satisfaction des besoins élémentaires. C'est la connerie, la guerre. Voilà, ça c'est masculin. Si bien qu'un jour, je vais voir maman et lui dis, tu sais maman, contrairement à ce que l'on a pensé, tu es assez fier de tes 3 fils, Jean-François, Olivier et moi aussi. Eh bien, si on a tous les 3 bien réussi, et peut-être s'il y en a qui considèrent qu'on est un peu cortiqué, quoi. Contrairement à ce que nous pensions, c'est pas à papa qu'on le doit, c'est plutôt à toi. Elle me regardait, elle m'a dit, mais ça, mes enfants, je l'ai toujours su. C'est génial. Je l'ai pas lu dans Comme deux frères, là, parce que c'est une anecdote, c'est la première fois que tu la racontes, non? Je sais pas, j'ai l'impression, non? J'avais pas lu ça. Je sais pas si je l'ai mis dans Comme deux Ouais, frères, ouais, mais elle est totalement véridique. Hein. J'adore ça. Oui. D'abord, moi, elle m'a beaucoup appris parce qu'elle était une folle de chansons, justement. Elle chantait tout le temps. Et en plus, elle avait décidé, c'est bizarre parce que les mères disent mon fils, je voudrais qu'il soit médecin, je voudrais qu'il soit biologiste, Moi, elle avait décidé, elle voulait que je sois chansonnier. C'était son truc. Et donc, ça a contribué à me donner quand même un certain esprit joyeux. En plus, elle aimait les blagues, elle aimait en plus, quand je faisais des blagues, elle riait beaucoup, donc c'était très agréable d'avoir quelqu'un qui rit quand vous faites des blagues. D'habitude, on paye pour ça. Là, je n'avais pas besoin de payer. Mais c'est une autre particularité, c'est qu'elle a commencé dans les années avant la guerre, à cause des raisons familiales, elle était ce qu'on appelait croix de feu, c'est-à-dire un mouvement, pas d'extrême droite, mais pas loin de l'extrême droite. Très, très, très réactionnaire, Comme très Mitterrand. Hein? Comme Mitterrand, les catholiques de droite. Oui, elle a une évolution de même type. Vraiment, au début de la guerre, elle a été pétiniste, tout au début. Et puis, c'est la rave du Veldiv qui, tout à coup, a été un choc, et l'a fait complètement basculer de l'autre côté. D'ailleurs, j'ai assisté à une scène extraordinaire, c'est qu'on avait chez nous une statue de femme nue en bronze, très très lourde. Et tout à coup, on apprend que les Allemands contre-attaquent dans les Ardennes. Et je vois ma mère, elle écoute la radio. Quoi, t'étais vivant? T'étais déjà né à cette époque? Oui, les Allemands attaquent contre-attaquent dans les Ardennes, ils sont en train d'approcher, ils reviennent vers Paris. Et je la vois, elle se lève, elle va vers la statue, elle la prend, elle a brandi, on va résister. Avec la statue de Mme Bitter en bronze, vous voyez, elle allait naturellement abattre les cohortes allemandes. Donc, elle a évolué. Ensuite, elle a été MRP, centriste, catholique, etc. À la fin de sa vie, elle était quasiment d'extrême gauche. C'est la même évolution que Victor Hugo. Elle était absolument d'extrême gauche. Et alors, du coup, elle faisait des choses incroyables, parce que moi, j'étais directeur d'un journal. Des fois, j'écrivais des articles pour critiquer la gauche. Et elle envoyait des lettres à ce journal pour dire, il y a un connard qui a critiqué la gauche, il faut le virer. Mais c'était moi le directeur. C'était quand même un problème. Or, il y a quelque chose qui l'a quand même marqué, et qui est très intéressant sur le plan de la réflexion qu'on a eu l'occasion de raconter, parce qu'elle nous a permis de le raconter, avant elle ne voulait pas, mais qui a été très important pour elle, c'est qu'aurait pu changer tout, peut-être tout changer. C'est que sa mère, qui était une femme, ce qu'on n'a pas connu, sa mère était, alors elle, ouvertement fasciste, sa mère. C'est une très belle femme, blonde, qui chantait... D'origine allemande, à moitié allemande. J'ai dit d'origine allemande. D'origine suisse-allemande, oui, c'est vrai, c'est un détail, suisse-allemande. Et franchement fasciste, raciste, etc. Au point que lorsqu'elle a épousé un homme juif, elle a refusé et de rencontrer le mari et les enfants, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas. Elle a toujours refusé de nous rencontrer parce qu'on avait un nom juif. C'est pour vous dire le racisme de la bonne femme. Pendant l'occupation, elle a eu une aventure avec un officier allemand. Elle vivait avec un officier allemand. Et quand il y a eu le départ des Allemands, en 1944, des résistants sont venus là où elle était pour la fusiller sur place, parce que dans son cas, c'était clair. Alors il l'aurait fusillée sans jugement. C'est pas une coupe. Mais elle était juste partie la veille pour suivre son amant allemand. Elle avait mis dans une valise
ce qu'elle avait de bijoux, etc. Parce qu'elle avait une vie, elle a eu beaucoup d'amants, hein, elle avait une vie très aventureuse, etc. Elle avait été en Algérie, là elle pouvait être raciste à tout son sou, elle avait été en Algérie avec lui. Elle met tout dans la valise, et au cours de l'exode des Allemands, son amant la tue d'une balle dans la tête pour voler sa valise. Et il y a une scène absolument extraordinaire, mais qui en dit beaucoup, qui est que les gendarmes viennent et disent « Madame, on a quand même quelque chose d'assez pénible à vous dire. » Alors, quoi? Soyez courageux, toujours. Je sais pas, ma mère, il lui est arrivé quelque chose. Oui, il lui est arrivé quelque chose. Mais quoi? Elle est morte. Mais quoi? Elle a été assassinée. Ma mère dit par qui? Les gendarmes répondent par les Allemands. Et ma mère se relève et elle dit « Ah, je préfère. » Oui, mais ça en dit long. Je ne sais pas ce qui serait passé. Ce hasard incroyable qui fait qu'elle a été assassinée par un nazi et un Allemand, alors qu'elle aurait été fusillée pour collaboration par les résistants. Il n'est pas impossible que c'est changé beaucoup. C'est un sujet de film, au fond. C'est Lucien, comment il s'appelle? Lacombe Lucien. Lacombe Lucien. C'est ce moment où quelque chose peut faire basculer. Je ne suis pas sûr. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez terrible, non? Simplement un point supplémentaire, parce que ça fait partie de ce qui fait les fratries, le conflit interne chez ma mère. Vous imaginez, vous vous rappelez, vous êtes tous férus d'histoire, vous vous rappelez qu'il y a un décret de mai 1942 qui oblige les Juifs de France à porter une étoile jaune. Le nom Khan, chez nous, vient du grand-père, et après, tous les hommes ont épousé des noms juifs. Mais bon, le nom Khan reste, et mon grand-père ayant épousé ma grand-mère, non juive, normalement n'aurait pas dû porter l'étoile jaune, mais je ne sais pas pourquoi, il porte l'étoile jaune. Et en mai, par conséquent, en 1942, ma mère voit arriver son beau-père. Ce beau-père-là est un ancien de Verdun, pétiniste, un homme de droite, qui est un ancien combattant, qui a toujours été laïque par ailleurs, absolument pas religieux. Et pour lui, le fait qu'on lui ait demandé de coudre cette étoile d'infamie sur son veston, et que ce soit un peu le gouvernement, ou au moins avec la bénédiction du gouvernement de son général, puis maréchal Pétain, le vainqueur de Verdun, c'est son monde qui s'écroule. C'est tout son monde réellement qui s'écroule. Il titube, il arrive à peine à monter. Il sonne chez maman, il se laisse tomber dans un fauteuil, elle lui fait un café pour le réconforter. Et au même moment, sa mère, à ma mère, est en train de faire sans doute de l'espionnage au profit des Allemands. Voilà, ça c'est une famille française. Axel, lui-même, qui porte l'étoile jaune, qui est un bourgeois laïque, clémenciste, c'est-à-dire sa fascination c'était Clémenceau, tu vois. Et Auguste Comte. Enfin, bref, tu dis le droit, non, il était centre, enfin, il était modéré, c'est la bonne bourgeoisie bien pensante, etc. Porte l'étoile jaune, avec tout ce que ça comporte et tout. Et quand mon père rentre dans le maquis, il a toujours été résistant, mais il lui dit, je rentre dans le maquis, il le vire de la maison en disant, je veux pas de bandits chez moi. Le même. C'est ça, je dis ça parce que aujourd'hui, FTP, il faut dire. Aujourd'hui, on a une vision simpliste, comme s'il n'y avait pas de complexité dans l'époque 40-44. Mais les deux affaires qu'on vous raconte montrent la complicité incroyable. Lui, il a été au lycée Buffon. Au lycée Buffon, il y a des jeunes, il y a 4 lycéens qui étaient communistes, d'ailleurs des jeunes communistes, lycéens qui ont fait de la résistance, qui distribuaient des tracts contre les Allemands, etc. Ils ont été dénoncés par leur proviseur du lycée aux Allemands et ils ont été fusillés. Et je m'en souviendrai longtemps parce que dans la maison où on était, la mère, qui s'appelait Madame Legros, là aussi elle croise ma mère, elle avait des hoquets un matin, des hoquets comme ça. Elle dit, Madame Legros, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'ils font? Et ils ont fusillé mon fils ce matin. C'était absolument terrible. Or, 2 ans après, libération, 3 ans, il y a une grande cérémonie en l'honneur des 4 du lycée Buffon. Et le proviseur est là. Et c'est le proviseur qui est à la tribune et qui préside la cérémonie. Et voilà. Et le père de Legros monte à la tribune et lui fout un poing dans la gueule. Ça, c'est un truc qui m'avait beaucoup frappé. Tout ça montre la complicité incroyable de cette époque. La complexité de la France, complexité de l'Europe, etc. Parce qu'il y a dans son livre, Jean-Christophe, ce livre qui s'appelle Obama. Pardon. J'arrête.
Omaha. Voilà. Ah oui, Omar, bien sûr, tout le monde a rectifié, je suis désolé. Dans son livre, justement, bon, on voit très bien ces situations compliquées, des situations d'ailleurs liées à la famille un peu cosmopolite dont, comme lui, je suis issu. C'est-à-dire, il y a des gens dans tous les, enfin partout, sur Tous les camps, hein. voilà, dans tous les camps. Oui, je trouve très intéressant ce que vous venez d'expliquer tous les deux. Nous aussi, on est d'une famille un peu aux racines multiples et effectivement, c'est quelque chose qui, je reviens à la fratrie tout à l'heure, alors je ne sais pas comment France tu l'as vécu, mais pour moi c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire je me considère, alors peut-être que c'est différent pour toi, comme étant en quelque sorte l'héritier de ces différentes lignées qui ont conduit à ce que nous sommes. Pas forcément des gens illustres, au contraire parfois des gens très modestes, mais j'ai ce sentiment d'avoir ce poids sur les épaules et qui m'a été en quelque sorte légué par mon père, qui m'a toujours expliqué qu'il ne fallait pas renier ses racines, que c'était important, etc. Mais juste pour revenir sur cet épisode de la guerre, je dévie un peu par rapport à ta question, Franz. Notre famille française a vécu quelque chose finalement d'assez voisin, puisque notre grand-père maternel était l'un des chefs du réseau Libération Nord à Rouen. Et d'ailleurs, c'est à ce titre qu'il s'est vu confier avec d'autres le Paris-Normandie. Et dans le même temps, sa cousine était au ministère de la Justice à Vichy, et on s'imagine bien qu'elle ne se contentait pas de mettre des coups de tampon. Donc il y a toujours eu cette espèce d'ambiguïté. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi toutes ces choses-là qui nous ont façonnés, et que, à titre personnel, à travers notamment ce que mon père a pu me dire du débarquement, de la bataille de Normandie, du comportement des malheureux civils sous les bombes, des résistants de la 25e heure, des collabos qui retournaient leur veste, que j'ai voulu traduire dans mon livre. Alors, je vais donner tout de suite la parole à la salle. Juste avant, là, pour conclure sur ce que vient de dire Jean-Christophe, moi là-dessus, je serais plutôt canien que Jean-Christophien. Je serais plutôt canien parce que j'ai lu l'un de vous, et je pense que j'ai lu ça il y a longtemps, mais quelque chose sur les racines. Moi, je ne crois pas aux racines. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Dans ce sens-là, je ressemble peut-être plus à mon père qui était devenu normand, comme ça, une espèce d'Américain tombé de nulle part et qui adorait la Normandie, qui chantait la Normandie, qui ne célébrait que la Normandie. Moi, c'est vrai, je me suis inventé marseillais. Tout le monde croit que je suis marseillais, marseillais d'adoption. J'ai pas l'accent, mais je suis prêt à le prendre. Et je me sens d'ailleurs marseillais, ce qui est quand même très con, mais c'est la réalité. Moi, je me sens gersois, alors tu vois. Les racines, c'est l'un de vous deux qui a dit ça quelque part. Je crois que c'est fait pour les plantes. Et c'est vrai que moi, je ne crois pas aux racines. Et d'une certaine manière, je ne me sens pas dans une lignée. La vérité aussi, c'est que, et c'est ça qui est puissant et fort, et ça, je suis sûr que vous le ressentez tous dans vos vies, dans vos chairs, c'est quand même, on est le fils de ses parents. Et que moi, je suis toujours fasciné, mon père avec qui j'ai des relations épouvantables. Je ne lui parlais pas, même pour passer le sel, rien. J'ai fait la gueule jusqu'à sa mort. C'est marrant quand je liste mes écrivains préférés, pourquoi c'est justement les écrivains de mon père. Pourquoi j'adore Dostoïevski, pourquoi j'adore Steinbeck, pourquoi j'adore tous ces écrivains que j'ai découverts, pas par mon père, moi comme ça, par hasard. Puis après j'ai fait la liste, et par exemple un des grands livres pour moi du XXe siècle qui est Herzog de Saul Bellow, je ne sais pas si vous ne l'avez pas lu, lisez-le d'urgence. Bon, c'est l'humour juif de l'état pur, c'est un professeur d'université à Chicago, une espèce de dépression nerveuse, surtout si vous êtes en dépression nerveuse. Lisez-le, parce que tout devient comique, vous êtes absolument ridicule et vous sortez très vite de la dépression. Puis si c'est pire, lisez Nietzsche, Guy Savard, et ça ira très bien après. Mais donc je fais la liste de mes livres préférés, et c'est comme par hasard des livres qui étaient dans la bibliothèque de mon père et que je n'ai pas forcément emprunté parce que j'étais dans une telle détestation que par définition j'aurais pas lu les livres. Donc ah ben c'est là. Je suis devenu sur le tard, pas sur le tard d'ailleurs, assez vite, passionné par l'histoire des civilisations, mais je suis presque incollable. Ça a commencé l'entrée par Arnold Toynbee, etc. Et puis j'adore ça. Mais c'était un des grands trucs de mon père. C'est-à-dire, donc on a beau faire, on a beau dire, et là c'est pas lui qui m'a inculqué. C'est juste, j'ai fait mon éducation, ma vie à part, comme ça, en dehors de lui, et je découvre
Ce sont les écrivains de mon père. Et même chose, évidemment, pour ma mère. L'espèce de respect que j'ai quand j'entre dans une église, c'est évidemment ma mère. Moi, je suis une sorte de panthéiste, je ne sais pas trop ce que je crois. J'ai fait un bouquin là-dessus. Je dis que je suis chrétien, mais enfin, oui, ça s'arrête à Jésus, parce que Saint Paul, je préfère changer de trottoir. Et donc, c'est la mère. Donc, je crois qu'on est vraiment toujours, même si on n'a pas envie, on reste toujours l'enfant de ses parents. Et là, il y a un mystère. Il y a un mystère qui retrouve peut-être, je ne sais pas, la génétique ou le déterminisme. Pourquoi est-ce que mon cerveau est ainsi fait que je vais... Bon, ma mère, c'est normal, parce que j'étais en admiration et en fusion, donc je faisais tout comme elle. Mais mon père, pourquoi est-ce que cet homme dont je voulais être le contraire, mon père qui était très violent, moi je suis doux comme un agneau, ma violence est en moi, mais je retrouve aujourd'hui, c'est la liste de mes désirs, de mes envies, de mes passions, ça colle à peu près avec celle qu'avait mon père à l'époque. Tu veux dire un mot et après on donne la parole à Oui, la femme. simplement un mot sur le problème des racines, sans l'épuiser. Des racines, on va dire, la filiation, le lignage. C'est que la question existentielle par excellence, évidemment, c'est qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je. Mais en réalité, quand on ne sait pas d'où... Dans quel étagère, oui, surtout. Quand on ne sait pas d'où on vient, c'est terriblement difficile d'arriver à répondre à la question qui suis-je. Et évidemment, ensuite, si on ne sait pas exactement qui on est, où on va. Et donc, ce qui est absolument important, c'est que chez chacun d'entre nous, il y a une aspiration à savoir d'où il vient. Ah oui, reconnaître ses racines, les assumer, bien entendu. Ça va de soi, bien entendu. Mais l'idée d'aller ailleurs et de se reconstruire, d'inventer autre chose, c'est toujours plaisant. Mais le problème des racines, c'est par rapport à la... Parce qu'il dit qu'il... Bien sûr, s'il le dit comme ça, je suis d'accord. L'obsession des racines qu'on voit depuis quelque temps. Je considère que ce qui est fondamental dans l'hominisation, et déjà dans les animaux l'hominisation, par rapport à la plante, c'est qu'on sait libérer nos racines. C'est la grande différence entre l'homme et la plante, c'est que la plante est prisonnière de ses racines et que l'homme s'est libéré de ses racines. Et je trouve que quand on parle obsessionnellement de mes racines, ça me donne à penser qu'on veut revenir une plante. Qu'on veut se redéfinir comme une plante. Pour moi, c'est une régression terrible. Mais c'est je le ressens comme ça. Cela dit, je comprends très bien qu'on veuille trouver son histoire aussi. Je comprends aussi. Hein, moi, je comprends très bien. Pas du tout d'accord avec ça. Mais moi, j'aime bien. Notre histoire, je me définis notre histoire, en partie, mais une partie importante par mes racines. L'histoire du monde, l'histoire de l'univers, l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire de gens, de peuples. Moi, j'ai fait un livre sur les Gaulois là-dessus, qui ont pu se déraciner. S'ils n'étaient pas racinés, il n'y aurait plus que des gens qui restent dans leur terroir, qui restent dans leur tradition. On ne sait plus d'où viennent les gens, parce qu'il y a eu un formidable maelstrom, il y a eu un mélange de cultures, on est parti, un Anglais a été en Amérique, etc. C'est l'histoire. L'histoire des civilisations, c'est l'histoire d'un formidable déracinement. Jean-François, ça n'empêche pas que les racines puisse peser et être part de notre identité. Vous n'êtes même pas en désaccord, en réalité. Je crois qu'on est d'accord, en réalité, tous, d'ailleurs. On est d'accord, simplement, il y a un degré, quoi. Voilà. Vous n'êtes pas en désaccord, puisque pour un moment donné, pour se libérer et pour se déraciner, il faut être. Il faut avoir des racines. Et pour être, il faut savoir d'où on vient. Voilà. La question d'où on vient est importante. Donc si on sait d'où on vient, on peut se déraciner. Voilà. Puis merde. Alors l'histoire de... Non, mais je crois qu'on est absolument d'accord. Il faut avoir des racines pour les couper. Il faut connaître ses racines pour les couper. Voilà, pour les couper, enfin. C'est absurde parce que c'est évidemment ces racines, elles vous poursuivront toujours. Alors, je vous propose quelques questions. Après, je crois qu'il faudra qu'on rende la salle quand même parce que le temps est bientôt dépassé. Ah, dans 5 minutes, il fait déjà un autre truc. Donc, les frères Kahn, on ne les a pas toujours en même temps. Oui, je vous en prie. Allez-y, monsieur. Voilà, Toutes les questions sont possibles, hein. Les plus perverses, les plus salopes, allez-y, pas de tabou. Je suis comme vous, j'aime beaucoup la façon dont vous inculquez votre intelligence par les livres, et ça m'a permis, Jean-François Kahn et Axel Kahn, ou Michel Serres ou Edgar Morin, en fait partie pour moi des maîtres à penser dans toute sa noblesse. Rajoutez les frères Gisbert, là. Ah non, il les a pas mis. Non, surtout pas. Si vous voulez, quand vous parlez des racines, un peu comme mes parents qui étaient dans un village, et les parents de mes parents étaient des paysans, et la mère de mon père a eu la seule à avoir le certificat d'études dans le village, et mon père est devenu instituteur en venant d'un milieu paysan très pauvre. Donc, comme vous dites, on ne peut pas oublier ses racines. Et je pense que les racines, c'est à un moment donné, on les fait pousser avec un terreau. Le terreau, je l'ai trouvé dans les bouquins, et mon grand-père était le seul, pareil, dans le village, on l'appelait le rouge. Donc, dans mes veines, si vous voulez, j'ai
c'est pas un gène, c'est quelque chose qui fait qu'on a une pensée humaniste. Il s'est battu en 1936 avec l'époque de Bloom et tous ces trucs-là. Et je trouve qu'on ne peut pas renier, c'est quelque chose qui est intrinsèque dans la construction, dans la maturation. Et je confirme ce que vous dites. Et je trouve que maintenant, il y a des gens qui tournent un peu trop C'est un héritage culturel. Vous confondez, me semble-t-il, je suis d'accord avec vous, vous confondez racines et héritage culturel un peu, là. Oui, voilà. Mais je trouve qu'on ne peut pas tourner. Il y a des gens maintenant qui tournent leur veste un peu trop facilement pour donner un peu, pour être dans le sens du vent, entre guillemets, quoi. Donc moi, j'aime bien les gens vrais et je trouve que vous faites partie des gens qui ont une intelligence au service que vous partagez votre intelligence pour que les gens soient moins cons. Merci, monsieur. Voilà. On n'a pas trop de temps, il faut laisser tout le monde s'exprimer. Monsieur, allez-y. Oui, je vous en prie. Attendez, je vais vous apporter le micro aussi. Je voulais savoir à partir de quel moment avez-vous ressenti le besoin d'exprimer publiquement, de l'exposer publiquement votre histoire familiale, ensemble ou séparément? Est-ce que c'est lié à la disparition de vos parents? Est-ce que c'est lié à votre propre exposition médiatique? Est-ce qu'il y a eu un déclic qui a fait que vous avez un besoin irrépressible d'exprimer ensemble, d'ailleurs, cette histoire familiale? Non, mais pour ce qui nous concerne, la réponse, elle est claire. Elle est pas... elle est un peu terre à terre. C'est que on s'était, à cause du fait que l'un avait le père, l'autre vers la mère, on était séparés, pas séparés, il n'y a pas une rupture entre nous, mais on a eu chacun notre vie, on se voyait peu, etc. Bon. Et il se trouve qu'un éditeur nous a demandé un livre de dialogue pour confronter hier, aujourd'hui, demain. Et à travers, et je dirais même, c'est lui qui a eu l'idée, et moi j'y croyais pas au début. Et puis je me suis pris au jeu, et on s'est aperçu qu'à travers ce dialogue, on se redécouvrait, et on redécouvrait complètement une origine, un parcours, et qu'on dirait que finalement des proximités qu'on ne soupçonnait même pas. Donc voilà, c'est ce livre qui nous a fait, sans quoi jamais vous nous auriez fait confronter, hein, je pense, avant qu'on écrive ce livre, le jamais on aurait... du livre qui est excellent, hein. C'est comme deux frères que je vous conseille, c'est un très beau livre. Jean-Christophe? Moi, je ne me sens pas concerné parce que personnellement, je n'ai jamais évoqué ma vie familiale. Je serais incapable de le faire. Franz le fait très bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais moi, je suis plutôt, je dirais toujours, un introverti contrarié et je serais incapable de dire une seule chose qui me concerne et me touche ou touche ma famille dans un roman, même si tous mes romans sont plein de choses autobiographiques, mais ça, je laisse le lecteur se débrouiller avec. Alors, mon dernier cas, parce que la question me concerne bien sûr, moi, l'histoire est très simple, c'était l'été 2003. Je sais que c'est un cancer et que c'est un cancer assez violent. Je décide de passer quand même l'été tranquille et de ne pas m'occuper de ça. Et en fait, j'écris ce livre à la fois parce qu'il y avait cette histoire qui nous pourrissait tous, mes frères et sœurs, enfin surtout une sœur avec qui j'avais vécu ça de manière très proche, et on en parlait souvent, et qui était un peu dévastée toujours. Et évidemment, mes deux frères plus jeunes, et puis une sœur qui est entre les deux. Et donc, je l'ai écrit, enfin disons, un peu, vous savez, comme quand vous n'avez plus rien à perdre. J'étais pessimiste sur ce cancer, je voulais m'en occuper après, chaque chose en son temps. Mais c'est vrai que le médecin étant un peu inquiet, ou disons même presque affolé, je me disais, faut que je fasse quelque chose quand même pour mes enfants. C'est en fait ce livre que j'ai écrit pour mon fils aîné, Aurélien, que j'adore, et qui m'en a toujours voulu d'avoir quitté sa mère. Et il y a déjà très longtemps. Et je pensais souvent à lui en écrivant ce livre parce que je disais, mais regarde, moi, j'en ai pas voulu à mon père. Après ce qu'il a fait, j'en veux plus aujourd'hui. J'en voulais beaucoup à l'époque. Et au fond, c'est un livre où je raconte toutes les saloperies que mon père faisait à ma mère. Et puis, à la fin, on voit le salaud, c'est pas mon père, c'est moi, parce que je lui ai pas pardonné. Et voilà. Et je voulais faire un livre, oui, pour faire passer un message. Parlez-vous, communiquez, pardonnez. Parce que moi, quand mon père est mort, j'étais complètement dévasté parce que je n'ai jamais pardonné. Il a fait 50 efforts à la fin de sa vie. Et c'est vrai que moi, je suis pour la rédemption, je suis contre la peine de mort. Et je l'avais condamné à mort et c'était définitif. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de mon erreur le jour où j'ai appris sa mort, où j'étais complètement dévasté. Donc, je voulais faire ce livre comme ça pour transmettre, c'est une bouteille à la mer. Et d'ailleurs, j'ai eu
je dirais, ça fait un peu ridicule de le dire, mais c'est vrai, j'ai eu des centaines et des centaines, pourquoi ne pas le dire d'ailleurs, à mon avis, autour de 4000 lettres à peu près sur ce livre, et auxquelles évidemment je n'ai jamais répondu, parce que ce serait à plein temps pendant plusieurs années. Et il y a une qui résume beaucoup le type de lettre que je recevais. C'était un monsieur qui m'a écrit, je me souviens, j'ai éclaté en sanglots en la lisant. C'était « Cher monsieur, je viens de terminer votre livre, qui m'a fait beaucoup rire et... Non, pardon. Cher monsieur, après avoir terminé votre livre qui m'a fait beaucoup rire et pleurer, j'ai immédiatement appelé mon père, avec qui je ne parlais pas depuis 15 ans. Et en fait, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Vous voyez, pour passer l'éponge, pardonner. Il n'y avait aucune raison objective que je ne pardonne pas à mon père à la fin de sa vie. Aucune. Alors, pour terminer, et ensuite, en plus, je serai obligé de vous quitter, veuillez m'excuser. Dans mon cas, il y a un phénomène qui est extrêmement important dans ma vie, naturellement, qui est le phénomène, qui est ce qui s'est passé le 21 avril 1970, où mon père, notre père, s'est donné la mort, et, en se jetant d'un train, et a laissé sur la banquette qu'il avait quittée pour se jeter de ce train, une lettre qui m'était adressée, qui commençait par « Je m'adresse à toi, Axel, comme à celui de mes 3 fils étant le plus capable de faire durement les choses nécessaires », et qui se termine par l'injonction « Sois raisonnable et humain ». Vous imaginez naturellement l'effet de cette lettre pour moi, juste après que j'ai reconnu le corps tel qu'il pouvait se trouver après une chute d'un train lancé à pleine vitesse. Et pendant 30 ans, je n'ai pas pu évoquer cela parce que le soupçon que mon père m'ait trouvé inhumain, dur, et considérait que j'étais sans doute le plus dur de ses 3 fils, que de ce fait, c'est à moi qu'il demandait de faire durement les choses nécessaires, parce qu'il croyait à ce point, quand j'en étais capable, que les derniers mots qu'il ait écrits de sa vie, c'était cette injonction d'être raisonnable et humain, a été un soupçon, un doute qui ne m'a jamais quitté. Terrible à vivre, absolument terrible. Et il y a un moment, assez brutalement, où il m'a semblé que d'en parler m'aiderait à le mieux vivre, d'autant plus qu'il me semblait avoir répondu aux questions que je me posais. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à évoquer la situation familiale. Voilà, et pour répondre... Pour finir de répondre à votre grande question, je crois qu'il y a 2 phrases qu'il faut méditer en permanence. Et ce sont des phrases des anciens. Il y a notamment cette phrase de Marc Aurèle que je trouve absolument sublime, moi, qui est devenue d'ailleurs depuis longtemps ma devise, c'est « Vis chaque jour comme si c'était le dernier ». Ça, c'est vraiment ça. Et quand vous vivez chaque jour comme si c'était le dernier, eh bien justement, vous faites en sorte que tout est bien réparé, qu'il n'y a pas d'histoire. Justement, et si j'avais vécu comme ça, certainement, évidemment, j'aurais pardonné à mon père, parce que ma mère me suppliait d'arranger les choses. Et vous voyez bien qu'il fallait régler tout ça, il fallait en finir, c'était ridicule. Et ça, c'est vrai. Puis alors, il y a cette autre devise, mais qui n'a pas trop grand-chose à voir, encore que, qui est « Hâte-toi de vivre chaque jour », comme si c'était une vie en soi. Et ça, c'est une phrase de Sénèque qui est très connue. Et je pense que c'est, voilà, faut essayer d'être toujours vers l'avenir. En tout cas, je vous remercie tous. Et puis, je vous dis à l'année prochaine, dans le cadre des débats du coin, bien entendu. Merci d'être toujours là, si nombreux. Merci à vous.